Bienvenue à tous et à toutes. Alors, je vous remercie d'être présents pour la 3e conférence en ligne de votre communauté de pratique numérique des arts de la scène. Cette communauté-là qui est sous la responsabilité du Conseil de la culture. Donc, je me présente, je suis Catherine Chagnon, je coordonne les activités de Québec Spectacle et de sa communauté de pratique numérique. Alors, je vous rappelle qu'on organise ces conférences-là en ligne pour vous partager les apprentissages que nous faisons régulièrement au quotidien lors des accompagnements cliniques auprès des membres de la communauté. Donc, aujourd'hui, c'est la 3e conférence. Elle porte sur l'application web Airtable et nous avons collaboré avec certains membres de la communauté autour de ça. Et en fait, on fait donc le transfert des connaissances et la présentation de l'application, de l'outil aujourd'hui. Pour ce qui est du déroulement, on prévoit une présentation d'une 40aine de minutes. Ce sera Christian Roy, qui est un des experts résidents de la communauté de pratique numérique, un fidèle collaborateur de Québec Spectacle également. Christian vous fera la présentation. Ensuite, on se garde une période d'échange de questions d'une 15aine, 20aine de minutes. Et c'est ce qui mettra un terme à cette 3e conférence-là. Alors, sur ce, je laisse la parole à Christian. Bonne conférence à tous. Merci Catherine. Bonjour tout le monde. Juste pour être certain, si vous m'entendez, peut-être juste me faire un petit signe de la main. Super, je vois plein de mains. C'est fantastique. Tout le monde m'entend. Donc, merci Catherine. Je vous montre rapidement le plan. J'imagine que là, tout le monde voyait l'écran. Normalement, vous devriez voir un écran tout couleur saumon qui donne le plan de la présentation. Donc, si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, faites-moi encore un signe de la main. OK, c'est bon. Tout le monde voit l'écran. OK. Donc, le plan pour la présentation, d'abord, une petite introduction plus théorique, à savoir c'est quoi Airtable puis à quoi ça sert. Donc, je vais passer à travers ça assez rapidement pour arriver passer plus de temps sur des exemples concrets. Je pense que c'est un peu ça l'objectif aujourd'hui. Montrer des exemples concrets d'organisations impliquées dans le domaine des arts de la scène, là, au sens large, qui utilisent Airtable pour des besoins concrets qu'ils ont. Puis de passer après ça à une démonstration pour vous montrer un peu comment l'outil fonctionne, c'est quoi le genre de fonctionnalité qu'il offre, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Dans tous les cas, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire une formation, parce qu'une formation sur un outil comme ça demanderait plus de temps, puis c'est quand même, il y a plusieurs choses à couvrir, mais c'est plutôt d'inspirer, de donner des exemples sur qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin avec l'outil. Je vais conclure avec quelques notes, là, des petites notes d'éléments que je n'aurai pas le temps de mentionner dans la présentation, des exemples puis de la démonstration, mais qui sont utiles de connaître avant de s'embarquer dans l'univers de Airtable. Puis, comme le disait Catherine, on va conclure avec des questions. Donc, pour commencer, c'est quoi Airtable, puis surtout à quoi ça sert? Pour répondre à cette question-là, j'ai pris une saisie d'écran du site web de Airtable. Je pense que déjà là, on a une partie de la réponse. Le premier élément important, cette application-là se positionne comme un outil de création. Ils disent « Create your way ». Donc, c'est un outil qui permet de créer des outils. Ce n'est pas une application finale qui fait déjà ce dont on a besoin. C'est un outil pour se créer ses propres outils. Donc, quand on commence dans Airtable, à moins d'utiliser un modèle, on est devant une page blanche. Un peu comme quand on crée un nouveau document dans un traitement de texte, on a une page blanche, puis là, c'est à nous de créer le texte. Puis le rendu fini, c'est le texte en question. Mais dans ce cas-ci, avec Airtable, c'est à nous de créer l'application. Et le rendu fini, c'est une application qui elle-même va pouvoir nous servir dans notre quotidien. L'autre élément pour comprendre ce qu'est Airtable, c'est la deuxième phrase où ils disent « part spreadsheet, part database ». Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils sont en quelque part entre une base de données et un tableur, un chiffrier. Puis moi, j'aime bien l'illustrer là, sur un genre d'AX, un genre d'AX qui met en continu les différents outils qui peuvent servir à traiter des données sous forme de tableau. Puis si on dit qu'à un bout du spectre, à gauche sur votre écran, il y a des outils de base comme Excel, Google Sheets, ce genre d'outils-là. Puis à l'autre bout du spectre, il y a les systèmes de gestion de bases de données qui vont être utilisés derrière la plupart des applications web plus complexes. Il y a un genre de spectre en continu, là, de Excel à SQL. Puis entre les deux, il y a des outils comme FileMaker puis Access qui
compromis, peut-être pas le bon terme, là, mais disons qu'ils sont en quelque part entre les deux en termes de complexité et de puissance. Moi, je considère que Airtable se situe quelque part dans ce continuum-là, plus proche des outils de chiffrier ou de tableur par sa simplicité d'utilisation, puis parce qu'il n'a peut-être pas encore tout à fait la puissance puis la maturité que des outils comme FileMaker ou Access ont, parce que c'est des outils qui existent depuis, j'allais dire 10 ans, mais c'est probablement 30 ans dans les deux cas. Alors qu'Airtable a à peu près 5 ans, 5-6 ans, je pense. Mais il reste que, moi, je trouve que c'est un positionnement super intéressant en termes d'équilibre entre la puissance et la convivialité. Moi-même, là, pour plein d'utilisations, même si je suis un programmeur, puis qu'en théorie, je serais capable d'utiliser SQL, puis MySQL, puis ainsi de suite, je fais plein de choses avec Airtable parce que c'est juste plus rapide, plus facile à faire évoluer, puis on arrive, c'est ça, plus simplement à un résultat. Plus concrètement, Airtable, c'est une application d'info nuagique. En chinois, on dit dans le cloud, qui va s'utiliser puis qui a le même genre de gestion de droit que vous allez avoir dans des choses, dans des outils comme la suite Google. Donc, si vous êtes habitué avec la suite Google, avec l'idée de partager, d'avoir accès à travers un navigateur web, puis ensuite de partager des choses avec des droits d'accès, soit en lecture seule, soit en lecture-écriture, ben, il y a beaucoup d'équivalents dans Airtable. Le modèle de coût, c'est un modèle freemium, ce qui veut dire qu'il y a une partie gratuite puis il y a une partie premium où on peut payer pour avoir plus de fonctionnalités. Je reviendrai un petit peu plus tard, mais en gros, l'utilisation de base avec un nombre de données limité et des fonctionnalités correctes, là, il y a moyen de faire bien les choses, est gratuit. Puis après ça, si on veut des fonctionnalités avancées ou un grand volume de données, il faut payer un abonnement qui est facturé un coût pour chaque utilisateur à chaque mois. Et il y a des rabais pour les organismes à but non lucratif. Le coût est réduit de 50% pour les OBNL. La question qu'on va se poser avant que j'arrive aux exemples concrets, c'est pourquoi on veut travailler avec une base de données. Pourquoi on ne travaille pas avec des listes dans Excel ou des listes dans d'autres outils. Puis je ne veux pas m'attarder trop à la théorie des bases de données, mais disons qu'un des cas de figure classiques où les listes deviennent compliquées à gérer, c'est quand on a des relations entre des systèmes dans nos listes. Si on veut gérer, par exemple, des données sur des donateurs. Si on fait des campagnes de financement, puis nos donateurs viennent de différentes organisations. Puis dans chaque organisation, il y a un certain nombre de contacts. Puis des fois, il y en a seulement qu'un, puis des fois, il y en a 3. Mais représenter ça dans des tableaux Excel, ça devient vite compliqué. Même principe, si on veut gérer des données sur une série de spectacles, une série de représentations, par exemple, qui ont eu lieu dans notre organisme, puis les clients qui ont assisté à ces spectacles-là. Là, des fois, un client a assisté à 2 puis 3 spectacles différents. Puis bon, encore une fois, on a plusieurs relations, mais ça, c'est difficile à exprimer dans un tableau Excel. Parce que là, la question qui se pose, c'est dans le cas de mes contacts puis de mes organisations, si je travaille avec des donateurs, c'est est-ce que je fais une ligne par organisation puis des colonnes pour chacun des contacts? Mais là, j'en mets combien de colonnes parce qu'il peut y avoir plusieurs contacts? Ou je fais une ligne pour chaque contact, mais là, je suis obligé de noter l'organisation à chaque fois, donc je répète l'organisation. Ce qui fait que, selon les cas d'usage, selon comment on réfléchit l'utilisation de nos données, on va avoir tendance à se faire une copie de la liste d'Excel dans un autre Excel. Puis là, les gens de tel département en ont besoin d'une autre façon, fait qu'ils se font une copie. Puis au final, on se retrouve avec plein de copies de notre liste Excel avec chacun son application, chacun son format. Puis là, quand le monsieur Tremblay, qui était notre abonné fidèle, il change son adresse, mais là, on le change dans 2 des fichiers Excel, mais on l'oublie dans l'autre. Puis rapidement, on arrive avec un genre de cauchemar Excel. Fait que c'est là qu'on veut utiliser des bases de données plutôt que des simples listes. Puis moi, je ramène ça à 2 principes de base. On veut des bases de données qu'on a à gérer des relations 1 pour N ou N pour N. Ce que je veux dire là, c'est une organisation où on a plusieurs contacts ou donc N veut dire plusieurs. Ou plusieurs représentations avec plusieurs contacts où il y a des liens dans tous les sens d'un vers l'autre. Quand on est dans un contexte où il y a des relations, déjà, ça nous donne un indice qu'une base de données va nous aider. Puis l'autre indice, c'est que quand on est obligé de se répéter, quand on est obligé de rentrer plusieurs fois le nombre d'organisations à côté des contacts, ou quand on est obligé, c'est un changement d'adresse, de le changer à plusieurs endroits, on est en train de se répéter.
Et moi, j'aime bien l'acronyme anglais là, qui est utilisé pour certains outils qui dit garde tes choses au sec. Là. Donc, dry, don't repeat yourself. Si on se répète, si on fait constamment les mêmes entrées ou les mêmes manipulations, il y a un problème, puis probablement qu'une base de données peut nous aider. Puis l'autre question, c'est pourquoi on veut une base de données collaborative en ligne plutôt que d'autres types d'outils. C'est pour tous les avantages des outils de collaboration en ligne, c'est-à-dire on peut travailler en équipe, on peut partager des données. Quand je fais une modification, tout le monde y a accès. Et surtout, le coût de maintenance et d'exploitation est assez faible de ça. Je n'ai pas besoin d'avoir des postes informatiques, un serveur local qui va avoir la base de données puis d'en prendre des backups parce que si on a juste les données sur notre serveur local puis qu'il y a un problème avec, on perd tout. Le modèle d'info nuagique a ses inconvénients, puis ça, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais il y a aussi plusieurs avantages qui sont ceux de si j'ai un accès à Internet, j'ai un navigateur web, j'ai accès à mes données puis à mes outils. Donc, ça, c'était la théorie. Concrètement, à quoi ça peut servir pour des organisations dans le domaine des arts de la scène? Je vous présente 5 exemples. 2 qui sont tirés du marketing de Airtable, là, qui font valoir ce que certains de leurs clients font, et 3 qui sont tirés de membres de la communauté de pratique numérique du Conseil des arts, du Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, qui utilisent, en fait, dans certains cas, qui ont commencé à utiliser Airtable il y a un bon moment, puis d'autres où on est en train de les accompagner dans le démarrage de leur utilisation. Le premier exemple, c'est le New York City Ballot. Dans leur cas, ce qu'on voit là, dans les communications qu'a fait Airtable, c'est qu'il y a une équipe qui gère, entre autres, des archives relatives à toutes les représentations, à tous les spectacles qu'ils ont fait. Entre autres, beaucoup d'archives visuelles, des photos, des vidéos. Ces éléments d'archives-là viennent évidemment des crédits, là, qui a pris la photo, puis quand on l'utilise, il faut faire ces mentions-là. Puis, la photo, elle présente quel artiste, puis était pour quel spectacle, puis à quelle date de représentation. Donc, gérer tout ça. Eux ont choisi d'en faire une base de données Airtable parce que sinon, ils ne s'y retrouvaient pas. Ce qui fait que là, quand ils ont des demandes d'un média qui dit « j'aimerais avoir une photo de telle représentation ou une photo qui montre tel artiste ou le travail de tel metteur en scène », ils sont capables facilement de retrouver l'information. Puis une autre utilisation qu'ils ont fait de Airtable, c'est justement pour gérer ces demandes-là. Comme ils ont beaucoup de demandes, ils ont créé des formulaires en ligne qui permettent soit à des équipes internes, soit à des gens de l'externe, des médias, de demander accès à des photos ou à des vidéos. Puis là, ils peuvent garder une trace de c'est quoi les demandes ouvertes par rapport aux demandes qui ont déjà été traitées. Là. Donc, on peut archiver. Puis dans nos demandes ouvertes, lesquelles vont demander plus de recherche, puis ainsi de suite, même de compiler des statistiques sur ça nous a pris combien de temps en moyenne répondre aux demandes de médias. Fait que ça, c'est un exemple concret d'utilisation de Airtable. Un autre exemple qui nous vient de l'extérieur, c'est celui de l'organisation qui s'appelle Insomniac, qui organise des festivals de musique. Puis Insomniac a décidé d'utiliser Airtable pour gérer les ressources humaines. Donc, dans le cas de chaque festival, ils en organisent plusieurs à différents endroits. Puis là, quand ils reviennent à une année, ils veulent voir qui on avait embauché l'année passée pour faire telle ou telle tâche. Donc, les gens sont associés à des compétences, à des tâches, à leur niveau de disponibilité, puis ainsi de suite. L'intérêt de ça, c'est que les Insomniac ont partagé leur base de données de recrutement dans le Airtable Universe. Donc, Airtable Universe, c'est un espace sur le web qui permet de partager des modèles de base de données. Donc, tantôt, je disais, quand on part une nouvelle base de données, c'est une page blanche. Il faut créer nos choses à partir de zéro, mais il y a aussi des modèles. Donc, ça, c'est l'endroit où s'approvisionner en modèles. L'intersection Airtable, gestion de ressources humaines et festival, apparemment, c'est un match assez logique parce que un de nos membres de la communauté de pratique, le Carrefour international de théâtre, fait des utilisations similaires de Airtable. Donc, d'abord, je tiens à remercier Annika Pascal-Papillon, qui est la directrice des ressources humaines là-bas, qui m'a aidé dans la préparation de la présentation aujourd'hui en m'expliquant ce qu'ils font avec Airtable au Carrefour. Si je ne me trompe pas, là, ça fait un peu moins d'1 an, mais bientôt 1 an, disons, qu'ils l'utilisent. Puis déjà, là, ils ont multiplié le nombre de bases.
Je vais vous parler de 2-3 cas d'utilisation, puis Annika est sur l'appel, puis je pense qu'elle va accepter de répondre à vos questions à la fin s'il y en a qui ont des questions plus spécifiques sur ce qui est fait au Carrefour. Je sais qu'elle entend, donc n'hésite pas à m'interrompre, Annika, si je dis des affaires qui ne sont pas vraies, ou si ce n'est pas vrai, juste un peu vrai, ça va. Si je suis complètement dans le champ, interromps-moi. Donc, un des premiers besoins qu'ils ont comblés au Carrefour, c'est justement celui de la gestion des ressources humaines impliquées dans le festival. Puis il y a toutes sortes de cas précis, mais imaginez une base de données qui permet de savoir tous les gens qui travaillent au festival, puis qui permet de faire plein de choses. Genre, quand on a un nouvel employé, ben, il va pouvoir remplir un formulaire pour nous donner de l'information, ou on va le remplir avec lui, peu importe, mais on va garder les informations sur cet employé-là dans notre base de données. Puis quand on a réuni toute l'information, ben, il y a un bouton un peu magique qui permet de transmettre ces informations-là à l'équipe administrative, qui là peut faire du suivi après, parce que là, il faut évidemment, quand on a un nouvel employé, il y a des étapes administratives qui viennent après. Mais après ça, cet employé-là qui travaille va avoir besoin d'une fiche d'accréditation ou de plusieurs fiches d'accréditation, je ne sais pas, là, mais et puis là, il faut suivre quelles fiches ont été émises, lesquelles ont été imprimées, pas imprimées. Puis là, vous pouvez imaginer la complexité de ça quand vient le temps le festival se passe dans une période courte, puis il y a beaucoup d'éléments à traiter. Puis là, si tout le monde avait ses fichiers Excel de hey, moi, les accréditations que j'ai émises, tout ça, ben, ça devient à peu près ingérable. Il y a aussi autour du personnel associé au festival des besoins de trier, filtrer, visualiser les listes de façon différente. Par exemple, je veux contacter tous les chauffeurs de telle édition pour leur transmettre une information importante. Bien, on va vouloir extraire de notre base de contacts seulement certains types de contacts pour certaines fonctions de façon à pouvoir faire des communications spécifiques. La même base peut servir de bottin des employés, évidemment, puisqu'on a toutes les informations qui sont là. Il y a plein d'autres exemples. Donc ça, c'était, si j'ai bien compris, c'est une seule base qui gère tout ça, c'est la base des ressources humaines. Mais il y a plein d'autres processus au Carrefour qui ont été améliorés grâce à l'utilisation d'Airtable. Par exemple, le recrutement, ce dont je vous ai parlé précédemment, c'était les gens une fois recrutés, mais avant le recrutement, ça peut aussi servir, c'est-à-dire pendant le processus où on affiche, on reçoit des candidatures, chaque candidat, est-ce qu'il a été passé ou pas en entrevue, ainsi de suite. Processus d'équité interne pour associer des gens à des postes, scorer les postes selon les différents critères qu'on va utiliser pour notre processus d'équité salariale. Des bons de commande. Quand on a besoin de commander du matériel associé au bon fournisseur, avoir les informations associées au fournisseur pour tel ou tel type d'information. Puis même, dans ce cas-là, il y a une fonctionnalité plus avancée d'Airtable qui est utilisée, qui s'appelle c'est la fonctionnalité des blocs. Puis il y a un des blocs qui s'appelle Page Designer qui permet même de faire une mise en page. Donc, les bons de commande, même s'ils sont traités dans une base de données historiée, avec des données liées entre elles, il y a aussi un rendu plus classique là, du bon de commande qu'on peut imprimer si on le souhaite, puis qui va servir aux mêmes fins que d'habitude. La gestion des transports, donc qui transporte quelle personne de quel endroit à telle date, c'est le genre de choses qu'on peut faire dans Airtable. Dans les autres membres de la communauté de pratique qui, dans leur cas, commencent à utiliser Airtable, il y a le Théâtre des Gros Becs. Les Gros Becs, on est en démarche. En fait, on vient de compléter avec une démarche de prototypage puis de début de réflexion. Eux, le besoin, c'était de moderniser leur outil de gestion. Auparavant, ils utilisaient FileMaker. Puis, dans leur cas, c'est aussi lié au RH, mais c'est à la limite beaucoup plus logistique. Dans le sens où leur besoin, c'est d'avoir un calendrier partagé, des événements publics, donc les représentations qui ont lieu au théâtre, mais également d'activités internes, genre on a loué la salle pour telle ou telle activité, puis de pouvoir associer à chacun de ces événements-là des besoins. Du genre, si on a un nouveau spectacle à l'affiche, ben, il faut monter la salle, puis si on a une représentation à telle date, bien, ça prend des gens à l'accueil, puis ainsi de suite. Donc, traiter tout ce flux-là, les affectations, puis après ça, dire, bien,
dans mon personnel disponible pour l'accueil, j'ai 12 personnes disponibles, mais j'en ai besoin de juste 3. Qui est disponible à cette date-là? Donc, d'envoyer des emails à tout le monde en disant « Êtes-vous disponible? Qui accepte de travailler ce soir-là? » Les gens cliquent dans l'email pour dire « Oui, je vais être là. » Puis ça permet après ça au régisseur, en fait, à la personne qui gère le personnel, de confirmer les horaires de chacun, puis de bâtir un calendrier où on sait qui travaille quand. Puis qui va être là. Puis, oups, il nous manque quelqu'un pour l'accueil vendredi. Il faut absolument faire une procédure exceptionnelle, mettons, pour trouver des gens. Puis, ce système-là qu'ils vont bâtir va aussi inclure un module de feuille de temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qui travaillait quand, bien, ça va être plus facile de dire aux gens, bien, allez saisir vos temps. Là, entre autres, pour ce qui est de la médiation culturelle dans le domaine scolaire, bien, c'est le genre de choses aussi qu'ils vont pouvoir compiler. Le dernier exemple, issu d'un membre de la communauté de pratique, c'est celui du Trident. Avec le Trident, on est toujours dans l'étape de prototypage, brainstorming, réflexion sur ce qu'on va faire avec Airtable. Dans leur cas, le souhait, c'est de bâtir des outils d'interrogation de leur base de données clients. Donc, ce qu'on essaie de faire, puis là, je suis prudent parce que c'est quand même un défi là, en termes de volume de données puis de complexité de transfert d'informations, mais c'est de synchroniser des données issues de leur plateforme de billetterie et puis après ça, d'en faire des interrogations dans Airtable, c'est-à-dire générer des listes basées sur des critères précis. Qui sont nos abonnés fidèles? Donc, ceux qui ont été abonnés pendant plus de X saisons, par exemple. Qui sont nos clients qui achètent des billets à l'unité, mais qui ont déjà été abonnés. Donc, peut-être qu'eux, il faut les solliciter un peu plus pour renouveler leur abonnement. Donc, on est dans ce processus-là avec eux. Puis, de la même façon que dans le cas des gros becs, puis ça, je vais y revenir un peu plus tard, il y a une grosse partie du travail associé à Airtable, vous allez voir pourquoi tantôt, qui n'est pas tant technique sur l'outil, qui est une réflexion sur l'architecture de l'information, sur nos données viennent d'où, comment on va les saisir, comment on veut les consulter. Le travail technique est rendu très simple avec Airtable, mais il reste que le travail associé à la conception d'une application, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de créer un programme, un logiciel, une application adaptée à nos besoins. Bien, ça, il reste que c'est une réflexion quand même assez complexe qui demande qu'on s'y attend. Avant de passer à la démonstration, je me permets de prendre une mini-pause. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe là. Catherine, moi, je ne vois pas le chat. Je ne sais pas si tu as vu s'il y a des gens qui ont écrit des... Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Mais je vous invite, par contre, si jamais, vu que la période de questions sera ensuite à la fin, allez saisir vos questions pour ne pas les oublier, peut-être dans le module de chat, et on les traitera à la fin. Jusqu'à maintenant, on comprend très bien, mais c'est peut-être que ça va nous générer des besoins, des idées qui va faire en sorte qu'à la fin, on pourra interagir. Donc, si vous ne voulez pas perdre vos questions, je vous invite à les écrire là et on les traitera à la fin. Je te laisse enchaîner, Christian. Oui, tout à fait. Et donc là, pour la démonstration, plutôt que de vous faire une présentation avec des diapos puis des saisies d'écran, j'ai choisi de tenter de vous montrer ça en direct dans Airtable. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas de malédiction associée à une démonstration en direct, que tout se passe bien. Voyez une option, c'est écrit « clic », ça veut dire qu'il faut que je clique dessus. Et là, magiquement, on devrait se retrouver dans l'espace de Airtable. Dans l'exemple que j'ai créé pour la présentation aujourd'hui, c'est évidemment un exemple fictif. À la fois sur les données, là, vous voyez, j'ai créé des contacts qui ont tous des noms, c'est des lettres au hasard, les adresses courriels ne sont pas bonnes. Puis donc, tout ça, c'est de la donnée complètement fictive. Puis c'est également fictif parce que c'est beaucoup trop simple. On ne pourrait pas faire ce que je vais vous décrire avec une structure de base de données aussi simple. Mais l'objectif, c'était simplement de vous montrer à peu près de quoi ça a l'air Airtable, puis comment on peut l'utiliser pour faire des requêtes sur nos données. Donc, ce que j'ai tenté d'illustrer, c'est le cas de figure d'une liste de contacts. Chacun de ces contacts-là sont associés à des spectacles. Donc, imaginons que ce sont des clients, puis c'est des gens qui sont venus voir certains de nos spectacles, puis qu'on veut utiliser ça pour des besoins d'intelligence d'affaires, d'analyse de clientèle ou ainsi de suite. D'abord, peut-être vous introduire un peu de vocabulaire dans Airtable. Chacun ce que vous voyez ici, là,
qui ressemblent, en fait, c'est des onglets. C'est un peu le même concept que les onglets dans un fichier Excel, par exemple. Le terme exact, c'est des tables. Donc, dans ma base de données, ici, j'ai 2 tables. Puis, chacune de mes tables contient des champs. Donc, les colonnes correspondent à des champs. Puis, chacune des lignes, ce sont des enregistrements. Donc, ma table ici, ma table des contacts, on voit, si on va en bas, qu'elle contient 48 enregistrements. Donc, il y a 48 clients dans ma base de données fictive. Puis, ma table des spectacles, il n'y a que 7 spectacles, donc 7 enregistrements. Puis, les champs associés à un spectacle, c'est son nom, sa saison, là, qui est une liste déroulante, où là, j'ai mis quelques options, mais je pourrais ajouter toutes mes saisons, par exemple. La discipline, puis là, encore une fois, c'est totalement fictif. Et les contacts qui ont assisté au spectacle en question. Là, ce que vous voyez, c'est que si je retourne dans ma table de contacts, là, il y a des champs où c'est simplement du texte. Hein, des dates ici, je peux saisir du texte, puis je peux changer la date sans problème. Je simplement qu'à taper. Puis il y a d'autres champs où c'est une petite boîte bleue. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne peut pas taper, mais on peut aller cliquer sur ce qu'il y a là. Puis en fait, ce que Airtable nous offre, c'est une fiche sur un autre enregistrement. Puis là, il nous indique, bien, ici, là, on voit le genre de ligne blanche. La fiche que je suis en train de te montrer, c'est en fait un enregistrement de l'onglet Spectacle. Puis là, ben, en fait, mes enregistrements de contacts sont associés à plusieurs spectacles. Donc, la personne ici, on peut voir qu'elle est allée voir 4 spectacles. Là, chacun d'entre eux, quand je clique, je peux aller voir la fiche. Ce que ça fait, c'est que quand je crée ces liens-là, quand j'ajoute des spectacles à mes contacts, ben, l'inverse se crée aussi de façon automatique. Donc, si j'ajoute un spectacle à un contact, le contact va être également ajouté à la liste ici. Puis si, quand je modifie une fiche, ce contact-là, je me dis, ben non, c'était pas ça son nom, c'était Jean Tremblay. Et puis, son adresse courriel, c'était jean@tremblay.com. Ben, quand je vais retourner d'abord, je peux constater que je l'ai modifié dans son enregistrement associé au spectacle Lumière, mais ça l'a modifié dans tous les spectacles où il était, puisque ce sont des données liées. Donc, je n'ai pas besoin d'aller modifier plusieurs fois mes mêmes informations. Je ne me répète pas. Puis, si je vais voir dans mes fiches ici, bien évidemment, il a évolué. Les changements que j'ai apportés d'un côté sont apportés à l'autre endroit. Et ça, donc, c'est la façon de traiter, grâce à nos liens entre nos tables, le concept de ne pas se répéter, ne pas faire toujours la même chose. Après, ce qui est également intéressant, c'est commencer à interagir puis à interroger nos données. Encore une fois, avec le fait qu'elles sont liées puis qu'elles sont dans notre base de données. Imaginons que je veuille justement trouver la liste de mes clients qui sont des clients VIP parce qu'ils ont assisté à plusieurs spectacles. Donc, la première question qui va se poser, c'est comment je fais pour avoir un tableau là, qui présente chacun de mes clients avec le nombre de spectacles auxquels ils ont assisté. Donc, la première étape, c'est que je vais créer une nouvelle vue. Donc, encore une fois, ça, c'est du vocabulaire Airtable. Une vue, c'est une façon de consulter nos données. Ça nous permet de limiter les données qui sont affichées sans pour autant perdre les données qu'on va cacher puis le lien vers d'autres tables. Donc, je vais créer une nouvelle vue en grille que je vais appeler client VIP. Et pour créer ma liste de clients VIP, j'ai dit que c'était ceux qui avaient assisté à plus d'un spectacle. Donc, la première étape, c'est que je vais vouloir compter combien il y a de spectacles pour chacun de mes contacts. Donc, je vais ajouter un champ que je vais appeler nombre de spectacles. Donc, là, je vous montre ça pour que vous voyez un peu à quel point c'est simple d'interagir avec la base et de créer des requêtes. Donc, le champ nombre de spectacles, il y a plusieurs types de champs disponibles dans Airtable. Ici, c'est un champ tout simplement qui permet de faire un décompte. Puis, c'est un décompte de mon lien vers les spectacles. Et si j'enregistre ça, bien, automatiquement, soudainement, je vois pour chacun de mes contacts à combien de spectacles ils ont assisté. Là, ce qu'on voulait, c'était créer une liste de ceux qui ont assisté à plus d'un spectacle. Donc, je vais la filtrer. Dans ma barre de menu ici, j'ai un bouton filtre. J'ajoute un filtre et je dis ceux que je veux voir, c'est ceux pour lesquels le nombre de spectacles est plus grand que, donc j'ai plusieurs opérateurs mathématiques, plus grand que 1. Et donc là, j'ai ma vue filtrée, puis peut-être que quand je sors cette liste-là, je ne suis pas vraiment intéressé à voir leur code postal, donc je vais le cacher.
je ne suis pas nécessairement intéressé à voir leur année de naissance parce que ça n'a pas d'importance. Je vais le masquer. Et là, j'ai ma liste. Si je veux envoyer un courriel à mes 14 contacts qui ont vu plus de 2 spectacles, bien, je l'ai là. Elle est facile à extraire. Je peux l'exporter en CSV. Je peux copier-coller. Le vrai intérêt, c'est que ma vue de tous les contacts continue d'exister. Et si, à travers les processus, je me rends compte que ce client-là, il a assisté à un spectacle de plus, il a assisté à celui-là, bien, quand je vais retourner dans ma vue des clients VIP, je n'ai rien à faire, mais elle a déjà 15 entrées parce que mes données ayant changé ailleurs, tous les filtres, les calculs que j'ai appliqués dans cette vue-là se trouvent à être de nouveau appliqués et automatiquement, c'est mis à jour. Fait que ça, c'est la puissance d'une base de données, c'est de se créer plusieurs façons de consulter, d'interroger les données selon des besoins super précis, mais tout en gardant le lien vers la donnée d'origine. Fait qu'encore une fois, si on corrige un nom, si on corrige une adresse, si on ajoute le fait que quelqu'un est allé voir un spectacle, bien, automatiquement, toutes les vues vont se mettre à jour, on n'a rien à changer. Et c'est beaucoup plus simple que de le faire dans un fichier Excel ou dans un Google Sheets. Il y a certaines de ces choses-là qu'on pourrait faire dans des Google Sheets, mais souvent, ça devient des formules super longues, ingérables, alors que là, je les fais en quelques clics. Un autre exemple, si on voulait avoir des statistiques, puis voir la moyenne d'âge des gens qui assistent à nos spectacles, la première étape, c'est d'aller voir nos contacts et de dire on va calculer leur âge. D'abord, là, on a juste l'année de naissance, on n'a pas l'âge. Donc, je vais ajouter un champ que je vais appeler âge. Et là, évidemment, comme dans Excel, on peut faire des formules. La formule pour l'âge, je veux dire, c'est 2019 moins année de naissance. Et le champ ici. Donc là, si vous avez déjà utilisé Excel, vous n'êtes pas encore impressionné parce que ça, c'est assez facile là, de faire une soustraction. Mais après, ce que je veux, c'est tout regrouper ça en fonction de mes spectacles et aller calculer une moyenne. Donc, je vais aller du côté de mes spectacles. Je vais ajouter une colonne que je vais appeler moyenne d'âge. Et là, je vais utiliser un des types de champs les plus puissants d'Airtable qui s'appelle Rollup. Rollup, ça veut dire, je ne saurais pas comment le traduire de façon appropriée, mais disons, agrège des données ensemble. Donc, je veux agréger des données au sujet de mes contacts. La valeur que je veux agréger, c'est leur âge. Puis la fonction d'agrégation, c'est la moyenne. J'enregistre. Et là, automatiquement, j'ai mes moyennes d'âge d'assistance par spectacle. Puis là, cette donnée-là, ici, est consultée, je la vois sous la forme d'un tableau, mais je vous montrerai bientôt comment on peut faire ça sous des formes graphiques. Donc, c'est un peu ça le travail dans Airtable, c'est-à-dire qu'on gère des champs, on gère des relations entre les tables, puis après ça, on fait des vues. On se fait autant de vues qu'on a de types d'utilisation sur les données. Une fois que c'est fait, il y a des applications plus avancées. Je vous ai parlé des blocs tout à l'heure. Donc, les blocs font partie des modules payants. Si vous utilisez la version gratuite, vous n'avez pas accès aux blocs. Mais ce que les blocs permettent de faire, c'est entre autres, en fait, il y a plein de types de blocs. Il y en a qui servent à importer des listes en CSV, il y en a qui servent à synchroniser des agendas, il y en a qui servent à faire des graphiques, c'est ceux que je vais vous montrer. Il y en a qui servent à faire des envois email. Donc, il y a toutes sortes de blocs possibles. Un des exemples de blocs, c'est celui qui permet de faire des graphiques, donc qui s'appelle Chart, que je vais ajouter à ma base de données. Et assez facilement, à partir de ce bloc-là, je peux me créer, ce bloc-là et d'autres, des tableaux de bord. Donc, par exemple, je vais dire, oui, je veux une chart sur ma table spectacle, la vue de tous les spectacles. On va faire des pointes de tarte. Donc là, par défaut, il essaie de me calculer j'ai combien de spectacles dans chacune de mes saisons. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est moyenne d'âge, ça se représente pas comme c'est le nombre de contacts, disons. Là, comme ça, ouais. Donc là, il va me mettre pour chacun des spectacles le nombre de contacts qui ont assisté. Là, les étiquettes, il faudrait fine-tuner un peu. Là, il met comme étiquette le nom des contacts alors qu'il devrait mettre le nom du spectacle. Mais bon, ça, c'est des petits paramètres qu'on peut arranger assez facilement. Je ne m'attendrai pas à ça. Puis des fois, il y a des indicateurs qui sont super importants pour nous. Donc, on pourrait se faire un bloc summary qu'on appelle,
qui va nous dire, par exemple, si pour nous, le nombre de clients dans notre base de données, c'est un indicateur super important, ben justement, c'est lui qui m'a calculé par défaut. Donc, dans ma table contact, dans ma vue, en fait, disons, oui, c'est ça, tous mes contacts, j'en ai 48, donc je vais dire, j'enregistre ça dans mon tableau de bord. Je vais le fermer. Puis après, c'est un autre indicateur important pour nous. On peut répéter le même bloc une autre fois. Cette fois-ci, l'autre indicateur, c'est combien de clients VIP. Des gens fidèles, des gens qui reviennent. Si on trouve ça super le fun. Donc, on va utiliser la même fonction, le nombre de count, le nombre d'entrées dans une table, mais cette fois-ci sur notre fameuse table filtrée des clients VIP. Là, je veux dire, je vais les mettre en rose parce qu'on les aime beaucoup. Et là, notre tableau de bord contient notre fameux nombre de clients par spectacle, notre indicateur sur le nombre de clients total, puis notre indicateur sur le nombre de clients VIP. Donc, je n'entre pas dans le détail des blocs parce qu'il y en a quelques dizaines, puis chacun a un rôle très spécifique, mais retenez qu'il y a possibilité. Dans ce cas-ci, je suis allé du côté de la visualisation, mais il y a des outils de manipulation de données aussi dans ces blocs-là. Je vais revenir dans mes diapos pour compléter avec quelques notes, comme je disais au début, qui sont utiles de comprendre, disons, avant de démarrer les projets Airtable. Premièrement, il y a quelques limites. Ça, je pense que c'est important de le retenir. Quand je vous ai expliqué au départ, c'est un outil qui est une forme de compromis là, entre très, très simple puis très puissant. Ça vient avec certaines limites. Une des limites, c'est qu'il n'y a pas d'outil pour permettre à des usagers tiers d'accéder à leurs données. Dans l'exemple que je viens de faire, si on voulait dire que chacun des contacts a le droit de se connecter puis aller modifier son adresse puis son nom puis ainsi de suite, c'est assez lourd. En fait, c'est pas que c'est lourd, c'est qu'il faut développer quelque chose à part. Donc, il faut utiliser l'API puis ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de fonctionnalités qui viennent pour faire ça. Ceci dit, dans la majorité, en tout cas, moi, dans plein de cas où j'ai vu, ça n'était pas nécessaire. Mais il pourrait y arriver des situations où ça devrait être le cas. Puis là, ben, tout se fait. En informatique, il y a une API, donc on peut faire bien des choses, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Comme vous l'avez vu dans ma démo, tout est en anglais. Pour l'instant, Airtable n'est disponible qu'en anglais. Je m'attends à ce que ça change. Là, je pense que c'est le genre de produit qui va évoluer, qui va être traduit. Ce n'est pas un grave problème parce qu'il n'y a pas... je veux dire, c'est assez simple de comprendre. Puis les champs, nous, on les nomme en français si on le souhaite. Là, il n'y a pas de problème avec ça. La seule limite que ça a, c'est sur certaines données, des données, entre autres, financières. Le format de présentation, là, ça va être le signe de dollar avant le montant plutôt qu'après, comme on fait en français. Mais à part ça, il n'y a pas trop de contraintes associées à ça. L'autre limite, c'est les validations sur les données. C'est assez difficile de mettre dans Airtable des contraintes du genre mon champ où j'écrivais les dates de naissance. On aurait pu choisir de dire ben, c'est impossible de mettre une date de naissance avant 1900 puis après 2030, par exemple. Il n'y a pas moyen de bloquer l'usager. Donc, quelqu'un qui fait une erreur et qui écrit je ne sais pas moi, de 1256 au lieu de 1956, ben, il n'y a pas de façon de bloquer ça. Il y a des validations sur certains types de champs, du genre les numéros de téléphone, les adresses courriel, ainsi de suite. Là, ça, il peut s'assurer que l'adresse courriel, c'est bel et bien une adresse courriel. Mais les champs plus génériques que nous, on crée, il n'y a pas beaucoup d'outils de validation. Il n'y a pas d'outils pour générer des données ou des liens. Je peux pas dire, par exemple, si j'avais une liste de... je voulais associer des choses à des semaines de l'année, puis dire, ben, génère-moi les semaines des 2 prochaines années. Il n'y a pas d'outil simple pour faire ça. Il y a du copier-coller, il y a de l'importation de listes en CSV, donc on se débrouille tout le temps, mais il n'y a pas de générateur en tant que tel. Après, les requêtes compliquées par rapport à des systèmes de base de données plus évolués demandent des étapes intermédiaires. Je ne vous ai pas montré le champ lookup, c'est-à-dire le type de champ lookup qui permet d'aller chercher une donnée dans une table liée. Dans des situations plus complexes, parce que là, comme je vous ai dit, l'exemple que j'ai mis, il est trop simple. La réalité, c'est qu'on a 5, 8, 10 tables là, dans une base de données type. Donc, d'aller chercher des données 2, 3 tables plus loin là, à travers des liaisons. Dans une base de données traditionnelle, ça se prend une seule requête. Dans le cas d'Airtable, il faut faire des étapes. Donc, rapporter les données de la dernière table à l'avant-dernière, puis de l'avant-dernière à la précédente pour ramener vers notre table à nous. C'est un peu abstrait ce que je vous dis là, mais à l'utilisation, ça devient évident. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas des graves contraintes, c'est juste qu'il faut le savoir. Que quand si on avait une structure de données super compliquée avec 30, 40, 50 tables, bien là, ça peut devenir plus ardu.
il n'y a pas d'environnement en développement. Si vous avez déjà fait développer des sites web ou des applications, vous êtes probablement familier avec le concept des environnements de développement, des environnements staging, des environnements de production. Typiquement, on développe des choses, puis on les met sur un serveur de staging, on fait le contrôle de qualité, puis après, on les envoie en production. Dans Airtable, il n'y a pas ce concept-là. Donc, quand on améliore notre produit, même s'il est utilisé dans la vraie vie, dans l'organisation, on améliore sur la version qui est utilisée par tout le monde. C'est un petite part de risque, disons, il faut en tenir compte quand on fait nos changements. Puis la dernière limite que moi je vois, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de formalisme puis de bonnes pratiques. Puis ça, je pense qu'on peut le compenser de différentes façons. Moi, dans les projets que je fais, par exemple, je suggère de se donner des conventions de nommage sur les champs pour éviter que, sur les champs et sur les tables, là, que quelqu'un fasse des tables dont les noms sont parfois, puis les noms sont au pluriel dans certaines circonstances, ou un singulier dans l'autre. Puis moi, je mets des accents, moi, je ne mets pas les accents, ou moi, j'écris tout en minuscule, puis moi, j'écris tout en majuscule, ce qui fait que la base de données, c'est super difficile de s'y retrouver. Puis quand on veut la faire évoluer à chaque fois, c'est long parce qu'il faut aller vérifier comment les gens avaient orthographié les choses. Puis bon. Donc, il n'y a pas encore de bonnes pratiques, disons, de la communauté d'utilisateurs. Même chose, ça, je pense que ça va venir au fil des années, mais ce n'est pas encore là. Mais là, je voulais quand même vous prévenir sur les quelques inconvénients, mais il faut évidemment parler des avantages. Là, je vais citer Annika Pascal encore, qui m'a aidé à faire la présentation. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est facile. Facile de faire des choses compliquées. Les calculs qu'on a fait tantôt, ça a apparu assez simple. Le faire dans d'autres environnements, ça pourrait être assez compliqué. Une des phrases qui m'a marqué, qu'Annika m'a dit, c'est tellement rapide de faire que tu n'hésites pas à migrer en Excel. Tu sais, typiquement, on pourrait se demander, ça vaut-tu la peine que j'utilise un outil qui va faire mes bases de données parce que là, je vais quand même être obligé de migrer, puis c'est compliqué. La question ne se pose presque pas dans ce cas-ci, ça va super bien. Une des grandes forces, c'est de pouvoir visualiser les données de plusieurs façons. J'ai essayé de vous le montrer dans les exemples, mais je pense que ça devient encore plus vrai quand on l'utilise sur des cas qui s'appliquent à notre situation. Puis l'autre grande force, puis ça, c'est lié à la nature même de l'outil, c'est que c'est flexible. Par exemple, gérer ce qu'on a vu tantôt, là, des listes de clients associés à des spectacles, on pourrait dire un logiciel de CRM devrait faire ça. Un logiciel de CRM, c'est un Customer Relationship Management System. Il y en a des dizaines, voire des centaines sur le marché. Pourquoi utiliser Airtable pour faire ça? La réalité, c'est que souvent, ces outils-là sont prévus pour des cas d'utilisation bien spécifiques. Puis ils ne vont pas s'adapter tout à fait à nos processus. Souvent, ils peuvent être adaptés, mais bon, il faut embaucher un consultant qui va nous faire une soumission à 38 000 pour l'analyse de besoins de comment on pourrait adapter l'outil. Alors qu'avec Airtable, c'est tellement flexible que, OK, on perd peut-être en puissance sur ce qu'un outil de CRM commercial ferait, mais on le gagne au fait que c'est adapté de façon simple à ce que nous, on veut faire. Moi, j'aimerais conclure avant de je vais vous donner quelques pointeurs là, sur des ressources supplémentaires, mais avant ça, conclure sur pas 3 conseils, mais disons 3 observations associées au projet que j'ai commencé à faire avec Airtable. Le premier, c'est que l'outil est facile. En fait, le premier constat, c'est que l'outil est facile à utiliser. Puis ça, je pense que je vous l'ai dit 48 fois depuis le début de la présentation. Mais je vous ai dit seulement une fois, puis là, je tiens à le répéter, que modéliser des données, développer une application, concevoir une expérience utilisateur, parce que c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train de créer une application, c'est pas si simple que ça. Les challenges qu'on aurait à faire développer une application web qui répondrait aux mêmes besoins qu'on a avec Airtable, ils vont exister, même si on utilise un outil simple. Pensez à notre structure de données. Est-ce que je crée des tables ou je crée tout simplement des listes déroulantes, des champs de type liste déroulante, ou je crée une table qui va être en relation? Est-ce que pour telle ou telle information, j'ai besoin d'une table ou c'est juste un champ supplémentaire? Ça, c'est des questions d'architecture de l'information, si on veut. Puis même si l'outil est le plus facile au monde, il reste que la réflexion autour de ça doit être faite. Donc, moi, mon conseil, là, j'écris les conseils, mais en fait, c'est un seul et unique conseil, c'est que vaut mieux apprendre par étapes. Comme je disais, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. C'est juste que ça prend un peu de pratique, ça prend un peu d'habitude. Donc, c'est une bonne idée, je pense, de commencer son utilisation sur des besoins simples, de migrer une application Excel vers Airtable, s'habituer avec, faire quelques erreurs forcément, puis après, prendre des bouchées plus grandes pour les étapes suivantes. Donc, ça, c'était le petit conseil du jour. Puis, avant de passer à la période de questions, je voulais simplement souligner 6 items à connaître, à savoir pour compléter la discussion d'aujourd'hui.
Le premier, le rabais sur les OBNL, j'en ai parlé au début, 50%. Le processus pour l'obtenir est assez simple. Il faut écrire à Airtable. Dans leur page de pricing, il y a la procédure. Leur page de tarif, pardon. Après les blocs, je l'ai abordé brièvement, mais ça vaut la peine d'explorer un peu la section des blocs. Il y a plusieurs fonctionnalités avancées qui peuvent être réalisées avec ça. Le Universe, je vous en ai parlé aussi. Si vous allez sur votre moteur de recherche favori, vous écrivez Airtable Universe, vous allez trouver une banque de dizaines, voire de centaines de modèles de bases de données utilisés par toutes sortes d'organisations. Ça peut être utile comme point de départ pour s'inspirer. Après, je n'ai pas parlé de deux systèmes suivants ou très peu, mais c'est rare qu'une application, qu'une base de données va vivre seule. Ça arrive, mais assez souvent, on va rapidement arriver à un point où on dit ben, je voudrais envoyer des emails à partir de mes données ou je voudrais intégrer ces données-là sur mon site web. Si, par exemple, j'ai des membres puis je veux afficher un répertoire de mes membres sur le site web ou bon, peu importe. Donc, il y a deux façons de faire ça. D'abord, Zapier, qui est un outil d'automatisation qui va permettre d'automatiser certaines opérations, dont envoyer des courriels. Faire en sorte que quand je coche une case dans mon Airtable, ça envoie un email à une personne avec l'information qui vient de l'enregistrement dans Airtable, par exemple. Puis l'API, c'est un outil que vous pouvez mettre à disposition d'un développeur web ou d'un développeur d'application tout court. Pour l'avoir utilisé, l'API de Airtable est un charme. C'est vraiment bien documenté, il est facile, il y a des librairies dans plusieurs langages. Donc, ça, c'est bon à savoir pour des intégrations encore plus évoluées. Puis le dernier élément que je voulais mentionner, c'est les services d'accompagnement de la communauté de pratique numérique. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Donc, l'équipe de la communauté de pratique est là pour ses membres, pour des besoins d'accompagnement autour de l'utilisation d'Airtable, ne serait-ce que commencer justement à réfléchir aux structures de données, aux besoins d'utilisation, comment on va créer les tables, puis ainsi de suite, ou juste une prise en main de base de l'outil, comment débuter avec. C'est le genre de choses qu'on peut faire. Donc, vous pouvez nous contacter, prendre rendez-vous en la fameuse clinique de la communauté de pratique, puis ça va nous faire plaisir de vous aider là-dedans. Ça conclut la partie présentation, donc j'irai avec les questions.